la journée, 7 jours sur 7. Toute la journée, 7 jours sur 7. C'est l'information santé en continu et de la musique sur Radio Afrique Santé. Mesdames et messieurs, oui, parce qu'il vous faut les accompagner pour ensemble éviter le pire dans le couple. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver chaque lundi pour de nouvelles informations et pour le bien-être des femmes ou des enfants. Il existe plusieurs types d'infections chez les femmes aussi bien que chez l'homme. Et comme cette émission est spécifique aux femmes et aux enfants, on va parler des infections génitales hautes. Qu'est-ce qu'on entend par infection génitale haute? Quelles sont les infections génitales classées comme hautes? Eh bien, pour répondre à toutes ces questions, j'ai avec moi dans ce studio un gynécologue pour nous éclairer. Serge Clémença, bonjour. Bonjour Madame Akobi. Comment allez-vous? Très bien, chez vous? Merci de répondre à notre invitation malgré vos multiples occupations. C'est un plaisir. Alors, vous l'avez compris, aujourd'hui, avec vous, on parle des infections génitales hautes. Et ma première question, déjà, c'est de savoir qu'est-ce qu'on entend par infection génitale haute. Alors, une infection génitale haute, c'est déjà une infection, donc une colonisation du haut appareil génital de la femme par un germe pathogène. D'accord. Donc, on va détailler un peu toute cette définition-là. Donc, déjà, le haut appareil génital de la femme, c'est quoi? D'accord. C'est l'ensemble formé par les deux trompes, l'utérus, voilà, et également l'endocole. Donc, l'appareil génital de la femme est divisé en deux. Nous avons le haut appareil, qui est constitué de ces éléments-là, et le bas appareil, dont on avait déjà parlé, donc, qui est constitué de l'ésocole, du vagin et de la vulve. Donc, lorsqu'on a une infection, lorsqu'on a un germe qui arrive à passer du bas appareil vers le haut appareil, donc qui colonise soit les trompes ou l'utérus, on parle d'une infection du haut appareil, donc une infection génitale haute. Voilà, je dois notifier qu'on avait parlé des infections génitales basses, c'était dans le journal, certainement qu'on va revenir après pour une émission aussi pour éclairer celles qui sont concernées. Alors, quelles sont les infections génitales classées comme hautes? Alors, donc, c'est, comme je le disais, une infection de la trompe, des trompes, parce que généralement, ce n'est pas une seule trompe qui est atteinte par l'infection, donc qu'on appelle communément une salpingite, et qui représente en gros la plupart des infections génitales hautes. Donc, à cette infection des trompes s'associe le plus souvent une infection de la muqueuse de l'utérus, qu'on appelle l'endomètre. Donc, dans la plupart des cas, on a une association des deux, donc une salpingite et une endométrite. Donc, infection des trompes et une infection de l'endomètre. Alors, lorsque je prends les infections telles que, par exemple, les IST, à quel niveau on peut classer? Est-ce que c'est au niveau des infections hautes ou c'est basse? Alors, une infection sexuellement transmissible peut être à la fois une infection génitale basse comme une infection génitale haute. Ça dépend du germe qui est en cause. Il y a certains germes qui ont souvent plus tendance à remonter, ou qui ont cette capacité-là justement à remonter vers le haut appareil, une capacité que d'autres germes n'ont pas. Donc, généralement, dans les infections génitales hautes, il y a deux principaux germes que l'on retrouve. C'est essentiellement le chlamydia trachomatis et le Neisseria gonorrhée, qui donne la gonococcie. Ce sont des noms scientifiques. Oui, ce sont des noms scientifiques. On peut avoir un peu plus d'explications? Oui, bien sûr. Voilà. Ce sont des noms scientifiques, mais Oui. c'est comme ça qu'on appelle ces germes-là. D'accord. Voilà. Donc, on ne pourra pas dire autre chose, mais ces germes sont les plus fréquemment rencontrés dans les infections génitales hautes, que ce soit chez... Alors, ces germes, comme vous venez de les appeler là, dans quelle maladie ou bien dans quelle infection, pour un Français terre à terre, on peut retrouver ces germes-là? Dans la salpingite, donc dans l'infection des trompes, vous retrouvez la plupart des cas ces germes, et également dans l'endométrite. Mais dans tout ce qui est infection sexuellement transmissible, Oui. et tout ce qui est germe à potentiel pathogène sur le haut appareil génital, c'est le plus souvent ces deux germes-là qui sont rencontrés. Il y en a d'autres, certes,
mais le plus souvent, ce sont ces deux germes-là. Et ces germes sont le plus souvent également sexuellement transmis. Ok. Voilà. Mais il y a d'autres mécanismes également par lesquels on peut avoir une infection génitale haute. Donc après une manœuvre endo-utérine, voilà. Donc, dans la plupart des cas, c'est sexuellement transmis. Mais on peut également choper une infection génitale haute après un avortement, ou après un curettage, ou après une AMIU, ce qu'on appelle une aspiration manuelle intra-utérine, que votre médecin, votre sage-femme vous fait peut-être après une fausse couche, ou malheureusement encore dans d'autres contextes, c'est fait pour des avortements clandestins, malheureusement. Donc généralement dans ces contextes-là, on finit par avoir une infection génitale haute. Et on ne retrouve pas forcément dans ces cas la chlamydiose ou la gonococcie. Le plus souvent, c'est des germes qu'on retrouve habituellement, des germes communautaires comme le staphylocoque ou le streptocoque. Voilà. Alors, comment se manifestent les infections génitales hautes? Alors, la manifestation, le signe le plus constant, c'est la douleur. C'est une douleur au bas-ventre, une douleur intense, voilà, qui survient chez une femme en activité génitale. Un autre signe, nous pouvons avoir un écoulement purulent du pus franc qui provient du col de l'utérus. Donc ça, ce sera l'examen clinique. Il sera fait par votre médecin, votre gynécologue ou votre sage-femme. On a une fièvre qui n'est pas forcément constante non plus. Parfois des saignements minimes. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que la plupart des infections génitales hautes seront asymptomatiques ou paucisymptomatiques. Paucisymptomatiques, c'est-à-dire sans grande manifestation clinique. Donc vous avez une petite douleur qui après 2-3 jours passe. Vous dites bah, c'est rien de grave, mais vous faites bel et bien ou vous avez bel et bien fait une infection génitale haute. Et le diagnostic ne sera fait que bien plus tard à l'occasion de complications ou de séquelles. D'accord. Et qu'est-ce qui peut causer ces infections génitales-là chez les femmes? Oui, comme je l'ai dit, c'est la migration d'un germe qui se retrouve et qui se développe voilà, au niveau du roi appareil génital. Une fois que le germe il s'y trouve, voilà, il enclenche toute une réaction inflammatoire qui sera à l'origine des manifestations cliniques et voire des séquelles qu'on aura. Alors, en temps, vous avez parlé de l'accouchement. Comment est-ce que ça se passe pour que peut-être après un avortement clandestin, là, qu'on se retrouve avec des infections génitales hautes? C'est le praticien qui vous inocule ce germe-là. Quand on parle d'avortement clandestin, toutes les conditions ne sont pas réunies forcément en termes d'asepsie. Donc, vous savez, en milieu hospitalier, à l'hôpital, tout ce qu'on fait comme geste doit respecter certaines règles d'asepsie. Donc, l'asepsie, c'est tout ce qui... enfin, il faut que notre geste ne soit pas... n'apporte pas plus de mal que de bien. Voilà. Donc, comme on est à l'hôpital, il y a forcément des germes qui sont hospitaliers. Donc, à chaque fois, le matériel qu'on utilise peut être contaminé par ces germes-là. Donc, lorsque toute la chaîne d'asepsie, donc tout ce processus-là pour faire la décontamination, pour stériliser le matériel n'est pas conduit comme cela devrait être, certains germes peuvent résister ou rester toujours sur ce matériel. Et lorsque vous avez la malchance qu'on utilise ce matériel là pour vous faire une aspiration ou un avortement, quelles que soient les conditions, voilà, vous avez des chances qu'on vous inocule un germe qui pourra potentiellement vous créer des problèmes. Alors, vous avez parlé aussi d'accouchement. Oui. Les accouchements, ça se fait dans des hôpitaux avec tout le cadre et tout. Mais dans ce moment-là, est-ce que la femme peut choper des infections génitales hautes? Oui, c'est possible. Même dans nos centres. Il faut savoir que malheureusement chez nous, l'asepsie n'est pas encore ce que ça devrait être. Malheureusement, il faut le dire. On ne respecte pas toujours les meilleures conditions pour
protéger nos patientes de ce genre de risque. Et c'est pour ça justement qu'on a le plus souvent tendance à aller vers les antibiotiques, parce que nous-mêmes nous sommes conscients que en matière d'asepsie, on n'est pas encore au top. Alors, lorsque la femme accouche et rentre à la maison, vous savez, il y a de ces produits-là, des tisanes qu'on demande à la femme d'utiliser peut-être pour la toilette intime et tout. Est-ce que vous pensez que ces produits-là peuvent conduire peut-être aux infections génitales hautes? Bon, c'est possible. Infection génitale haute, oui, c'est bien possible, parce qu'il faut souligner que juste après l'accouchement, il y a toujours un peu de sang qui persiste. Et le sang est un milieu de culture vraiment très, très prisé par les germes. Voilà. Donc, il raffole de ça. Et c'est justement déconseillé d'avoir de telles pratiques juste après l'accouchement. C'est possible, comme vous pouvez ne pas l'avoir si justement votre médecin vous a sûrement mis sous antibiotiques, parce qu'on a dans la pratique courante, on met systématiquement sous antibiotiques après l'accouchement. D'accord. Alors, quelles sont les complications des infections génitales hautes? En termes de complications, de façon aiguë, la première complication, c'est un abcès pelvien. L'infection peut passer des trompes et atteindre l'ovaire. Excusez, lorsque vous parlez d'abcès pelvien, c'est ça? Oui. Est-ce que c'est tel qu'on connaît les abcès là? Tout à fait. Un abcès, une collection purulente, bien sûr. Un abcès, oui, au niveau pelvien. Donc, ça peut se constituer au niveau de la trompe, ça peut se constituer, prendre à la fois la trompe et l'ovaire. Comme ça peut aller plus loin et donner une infection de la cavité abdominale. D'abord le pelvis, donc on appelle une péritonite, une pelvipéritonite, mais ça peut aller vraiment plus loin, et vous comprenez bien sûr que ça peut ainsi engager le pronostic vital. Voilà, donc, Alors, est-ce que lorsque les complications vont loin, on peut parler d'infertilité chez la femme? bien sûr, j'y venais parce que après les complications aiguës, on peut avoir des séquelles, et justement ce qu'on craint, et c'est pourquoi on est vraiment quand on suspecte déjà une infection génitale haute, on met déjà le traitement, le maximum du traitement, c'est des infertilités tubaires, parce que lorsque le germe il reste au niveau de la trompe, il enclenche des réactions inflammatoires et la trompe finit par être bouchée ou avoir des anomalies. Et après, vous risquez d'avoir des problèmes d'infertilité, justement. Alors, la question que je voudrais poser, c'est lorsque la femme souffre des infections génitales, est-ce qu'elle peut contaminer son conjoint d'une manière ou d'une autre? Ça dépend du type de germe. D'accord. Voilà. Lorsqu'il s'agit des infections sexuellement transmissibles, oui. Donc, si vous chopez la chlamydiose ou la gonococcie, bien sûr, vous allez transmettre ça à votre partenaire. Mais ce n'est pas toutes les infections génitales qui sont sexuellement transmissibles, justement. Malheureusement, les deux principaux germes qui donnent des infections génitales hautes sont bel et bien des infections sexuellement transmissibles. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut prévenir ces infections-là? Bien sûr, Bien. on peut prévenir les infections sexuellement transmissibles. On a un terme qu'on utilise, une relation ou des rapports sexuels responsables. Voilà. On peut l'usage des préservatifs, éviter le multipartenariat sexuel, tout ce qui va concourir d'une façon ou d'une autre à limiter le risque de survenue d'infections sexuellement transmissibles, va contribuer à réduire les chances de faire une infection génitale haute et de ses complications. Vous avez parlé d'abcès. Est-ce que après et à cause de ces infections génitales-là, on peut aller jusqu'à une chirurgie peut-être pour aider la femme? Oui, bien sûr. Dans la prise en charge des infections génitales hautes, il y a un volet chirurgical. Et c'est justement réservé à ce type de complications-là, dans les complications aiguës, comme un abcès pelvien
ou une péritonite ou une pelvie péritonique, donc l'infection est passée dans la cavité abdominale, on est obligé de recourir à la chirurgie parce que comme on le dit, tout abcès doit être vidé. Donc il faut vider, il faut laver et malheureusement ça ne protège pas la femme forcément des complications. Pourquoi? Parce que l'infection génitale haute, même bien traitée, ne veut pas forcément dire que vous serez à l'abri des séquelles. C'est justement pour ça que mieux vaut ne pas faire une infection génitale haute. Parce que le germe étant un germe intracellulaire, donc il se développe à l'intérieur des cellules, il a une tendance à entraîner une réaction inflammatoire continuelle qui pourra quand même aboutir d'une façon ou d'une autre à des séquelles dont les infertilités tubaires. Vous avez déjà commencé, on va continuer déjà avec comment va se faire la prise en charge des infections génitales hautes. En dehors de la chirurgie, qu'est-ce qui vient d'autre? Bon, c'est des antibiotiques. Quand on parle d'infection, voilà, une infection, le plus souvent c'est des germes, donc c'est des germes, c'est des bactéries, donc ce sera des antibiotiques qu'on va utiliser, des antibiotiques plutôt ciblés. Mais avant de faire un traitement ciblé de la sorte, il faudrait déjà qu'on fasse le diagnostic. Donc, ce que je recommande à nos auditeurs, ou à nos auditrices plutôt, c'est lorsque vous vous retrouvez peut-être dans l'un des symptômes qu'on a eu à décrire tout à l'heure, n'hésitez surtout pas à consulter votre sage-femme, votre gynécologue ou votre médecin. Si il y a ne serait-ce qu'une chance que vous soyez en train de faire une infection génitale haute, il y a un certain nombre de bilans qu'il va vous demander, dont les prélèvements des PET pour rechercher de façon spécifique les germes, et dont les 2 germes dont on a parlé. Et si l'un de ces 2 germes-là se retrouve, même avant qu'on ait les résultats, on vous mettra déjà un traitement spécifique pour ces germes-là, parce que c'est les plus fréquemment rencontrés. Voilà. Et si vous êtes déjà à l'étape des complications, voilà, il vous proposera également la prise en charge adéquate. Vous avez parlé de la prise en charge. Je voudrais savoir, est-ce que la prise en charge est à la bourse de chaque Béninois? Est-ce que ça ne coûte pas cher? Ça s'élève à combien? Comment? Non, ce sont des antibiotiques qu'on trouve facilement en officine. Ça dépend de la bourse de chacun de toutes les façons. Parce que oui, mais en global, lorsque je souffre peut-être des infections génitales hautes, est-ce que pour un citoyen, une femme qui n'a pas les moyens, est-ce que si elle se rend à l'hôpital, elle va trouver satisfaction? Ah oui, ça c'est sûr. Comme je l'ai dit toujours, aller à l'hôpital déjà, c'est le premier pas. Donc, quel que soit ce que vous ressentez, allez à l'hôpital, ne partez pas d'abord à la pharmacie. Parce que je sais que c'est ce qui est de plus en plus récurrent. On a plus tendance à aller directement à la pharmacie d'abord. Non. C'est d'abord le médecin qu'il faut voir. Et une fois le diagnostic fait, la prise en charge est connue. Et le reste se fait facilement. D'accord. Et il n'y a pas peut-être de prix à donner pour savoir si, bon, on va peut-être à des centaines de mille, mais ça peut dépasser ça? Non. Pour un traitement médicamenteux, pas du tout. Mais quand ça devient compliqué? Ah oui, la chirurgie, ça dépend d'abord. Quand on parle de chirurgie, ça dépend de l'opérateur. C'est l'opérateur qui fixe le prix de son acte. Donc, ce ne sera pas forcément le même prix si vous allez dans un centre public ou dans un centre privé. Même pareil dans le public, ce ne sera pas pareil dans un CHU ou dans un centre hospitalier de zone. Voilà. Donc, ok, voilà, on va observer une courte pause et on revient.
retour en studio, docteur, je voudrais vous demander comment va se faire le traitement du partenaire. Est-ce que le partenaire doit aussi suivre un traitement pour accompagner la femme? Merci pour la question. C'est primordial, notamment dans les infections sexuellement transmissibles, qu'on traite systématiquement le partenaire. Parce que le partenaire il soit symptomatique, surtout s'il est symptomatique ou non, ce sont des germes qu'on peut porter sans avoir forcément une manifestation. Donc une fois que le diagnostic est fait chez un partenaire, que ce soit chez la femme ou chez l'homme, systématiquement on recommande de faire le traitement également du conjoint. Voilà, merci. Nous sommes déjà à la fin de l'émission. C'est vrai que vous avez déjà posé quelques conseils. Je voudrais savoir si vous avez un dernier mot à l'endroit de nos auditrices, nos auditeurs également, parce qu'ils doivent aussi accompagner leur conjointe dans cette épreuve. Oui, je vous remercie déjà pour l'invitation et l'opportunité que vous m'offrez de parler à nos concitoyens. C'est nous qui vous remercions plutôt. Et si je devais insister sur un point, c'est que l'infection génitale haute, il est toujours mieux de ne pas la contracter. C'est toujours mieux de prévenir, parce que malgré une prise en charge adéquate, cela ne vous protège pas forcément des séquelles. Des séquelles qui peuvent vraiment aller du plus simple jusqu'à une infertilité tubaire pouvant nécessiter une fécondation in vitro. Donc c'est toujours mieux d'éviter de contracter ces germes-là en adoptant des comportements sexuels responsables, l'usage de préservatifs, éviter au mieux le multipartenariat sexuel. Et je pense que c'est important d'insister sur ça. Voilà, merci à vous Serge Clément Onsal d'être venu par ici et pour toutes ces clarifications. Alors chers auditrices, vous avez suivi les informations et les clarifications qu'a apporté le gynécologue. Évitez surtout le multipartenariat, évitez les avortements clandestins aussi, parce que ça fait partie des comportements ou des habitudes, si je ne me trompe pas, qui peuvent favoriser les infections génitales hautes. Chers auditeurs, vous l'avez certainement compris, œuvrons pour éviter les complications liées aux infections génitales hautes. Portez-vous bien, à la prochaine. Vous souhaitez communiquer sur Radio Afrique Santé? Vous organisez un événement? Nous vous accompagnons. Faites la promotion de votre événement sur Radio Afrique Santé. Radio Afrique Santé. Pour plus d'informations et pour tout renseignement, rendez-vous sur notre site www.radioafriquesanté.com.